Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour messieurs. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude de la loi, des limites de la loi, en pratique, dans le volet pratique, donc dans ce qui existe aujourd'hui en particulier. Et c'est la série qu'on appelle également Anthropologie de la loi. Aujourd'hui, 6e volet que va nous présenter Christian et dont nous discuterons après. Christian, je te cède la parole. Oui, alors le domaine de la loi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le domaine du contrat. Alors, le contrat, qu'est-ce que c'est? Le contrat, c'est un accord qui est passé entre deux ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales, accord par lequel ces personnes s'engagent mutuellement à faire un certain nombre de choses. Le contrat, c'est un engagement, c'est une convention qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes, et il existe plusieurs types de contrats, notamment contrat du travail, contrat de travail, contrat de location, contrat de vente, etc. Je cite les plus utilisés, les plus connus. Alors, parmi les contrats, on distingue les contrats d'ordre privé et les contrats administratifs. Le contrat privé, c'est un contrat qui est conclu entre une ou deux, au moins en tout cas deux personnes privées. Le contrat administratif, c'est un contrat conclu par l'administration avec des personnes privées, physiques ou morales. L'exemple le plus clair des contrats administratifs, c'est le marché public. Alors, le droit des contrats, parce que l'ensemble des contrats, ça génère en fait un droit spécifique. Et ce droit des contrats, c'est une branche du droit privé qu'on appelle le droit des obligations. Le droit des obligations. Et donc les règles concernant toute l'architecture du contrat, c'est-à-dire la formation du contrat, son contenu, son exécution, son annulation, et tout ça c'est dans le Code civil. C'est dans le Code civil, et très exactement entre les articles 11.01 et 12.31. Et très précisément dans le sous-titre premier qui s'appelle le contrat. Voilà. Alors, il y a des dispositions préliminaires, c'est-à-dire qui... alors, je parle là de ce que dit la loi, ce que dit en substance le Code civil sur le contrat. Alors, bon, on ne va pas étudier tout ce qui est dit dans le Code civil sur le contrat, parce qu'il y a des centaines d'articles. Il y a 15 pages avec des articles, des sous-articles, etc. Je vais me contenter d'extraire les parties les plus importantes et les plus significatives. Alors, tout d'abord, les dispositions liminaires, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un contrat? L'article 11.01 dit, ça commence comme ça, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Donc, d'entrée de jeu, le Code civil donc pose bien le contrat comme étant une gestion réglementaire, législative des obligations. L'article suivant, l'article 11.02 dit ceci: chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu, donc libre de déterminer le contenu et la forme du contrat, virgule, dans les limites fixées par la loi. Voilà, on a toujours la même architecture de division de la loi, c'est-à-dire vous pouvez, grosso modo, vous pouvez tout faire dans les limites de la loi. Et il ajoute, pour essayer de pour nous éclairer un petit peu plus, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Alors, on affirme la liberté, c'est le deuxième article du chapitre sur les contrats dans le Code civil, la liberté contractuelle. Donc, on nous dit qu'il y a une liberté contractuelle. A priori, le contrat, c'est quelque chose de libre, mais qui ne permet pas de déroger aux règles
qui intéressent l'ordre public. Bon. Donc, on voit déjà là disons, le champ interprétatif qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que on peut tout faire, on peut tout écrire dans un contrat, sauf écrire des obligations hein, qui dérogent aux règles qui intéressent l'ordre public. Bon, on ne nous en dit pas plus. Hein. Voilà. Et cette disposition très très importante du code, disons, du droit des obligations, est rappelée un peu plus loin, une centaine d'articles plus loin, parce que c'est l'article 1162 qui dit « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce but ait été connu ou pas par toutes les parties. » Voilà. Bon. Donc il le répète 2 fois. Hein. Alors, ensuite, le 1103 nous dit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Alors, il faut répéter la phrase. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Voilà. C'est-à-dire que les contrats légalement formés, si on lit l'article précédent, c'est des contrats qui dérogent pas aux règles d'ordre public. En fait, on va voir que si on lit en détail, ce que on ne va pas faire aujourd'hui, bien entendu, tout le Code civil sur les contrats, tous les articles, disons, codifiant les contrats, on s'aperçoit qu'il y a plein d'obligations et d'interdictions. Hein, voilà. Bon, les choses qu'on peut faire, enfin, les choses qu'on peut faire, elles ne sont pas dites, mais les choses qu'on ne peut pas faire et les choses qu'on est obligé, les choses qu'on ne peut pas mettre dans un contrat et les choses qu'on est obligé de mettre dans un contrat. Donc, les contrats légalement formés, c'est ceux qui respectent tout ce qui est écrit dans le Code civil et sur les contrats. Ça tient lieu de loi. Donc un contrat qui respecte la loi tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Voilà. Bon, je vous laisse méditer sur cette formulation. Article suivant, article 1104. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Donc, c'est là, disons, la stipulation extrêmement importante hein, qu'on va retrouver dans toute les conflits sur les contrats, les contentieux, la notion de bonne foi. Alors, notion de bonne foi, bon, disons, ça c'est un appel du pied au juge. C'est-à-dire que c'est le juge qui dira si c'est de bonne foi ou pas de bonne foi. Voilà, donc, déjà, alors, ça introduit ce que je vais dire plus loin sur disons, la nature vraiment source de loi du contrat. Hein. Alors, article 1105, article suivant. Les contrats sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent sous-titre, qui sont l'objet de tout ce qui va suivre. Et puis, il y a des règles particulières à certains contrats qui sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Je vous laisse aussi méditer sur cette phrase. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Et ensuite, il y a des règles générales qui s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Donc, on a des règles générales qui sont, a priori, si on comprend bien ce que ça veut dire, c'est tout ce qui est écrit dans le Code civil sur les contrats, les fameux 200-300 articles dont je vous ai parlé. Et puis, on peut y ajouter des règles particulières qui sont établies dans des dispositions propres à chacun des contrats. Bon. Et du coup, les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Mais il faut de toute façon que les règles particulières soient pas contradictoires avec les règles, avec les 300 règles qui sont éditées dans le Code des contrats. Voilà. Bon. Ensuite, article 1106, simplement pour citer pour mémoire, il y a 2 types de contrats. Alors, bon, on a parlé des contrats privés, mais contrats publics, mais au niveau des caractéristiques, il y a le contrat synallagmatique, qui veut dire que il y a des contrats co-contractants qui s'obligent réciproquement les uns avec les autres, et puis il y a le contrat unilatéral, lorsque il y a une partie des co-contractants qui s'oblige envers une autre qui, elle, n'a pas d'engagement. Voilà.
contrat unilatéral, contrat synarigmatique. Bon, ça n'a pas tellement d'importance dans notre étude critique, ça, mais c'est important quand même de bien le savoir pour avoir une notion bien précise et générale du contrat. Alors, maintenant, concernant la valabilité d'un contrat. La valabilité, la valeur, enfin, je ne sais pas comment on dit, un contrat est valable. La validité. La validité. Oui, excusez-moi. La validité du contrat. Et on trouve ça dans l'article 1128. Il faut trois choses. Il faut le consentement des parties. Alors, ensuite, il y a tout un chapitre sur le du consentement, hein, où notamment le consentement, c'est il faut que le contrat soit donné sans violence, sans erreur, sans chantage, etc. La deuxième condition, c'est la capacité de contracter des co-contractants. Hein, bon, il faut être majeur, il ne faut pas être incapable, etc., etc. Et puis, troisième condition de la validité du contrat, il faut qu'il ait un contenu licite et certain. Alors, licite. Bon. Licite, on en a déjà parlé un petit peu. Hein, on ne peut pas déroger à l'ordre public. On peut avoir des conditions générales, mais qui peuvent être contredites par des conditions particulières. Mais ces conditions particulières doivent rentrer dans le cadre des 300 articles du Code de contrat. Voilà. Ça, c'est licite et certain. Bon, il faut que la rédaction du contrat, on soit bien sûr que ce qu'il dit, en fait, soit clair. Hein. Ça ressemble un petit peu à nos conditions d'analyse critique du droit constitutionnel, c'est-à-dire la clarté et la précision. Bon, ça, c'est la validité. Maintenant, les sanctions. C'est-à-dire, en cas de non-exécution d'un contrat, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est couvert par les articles 12.17 à 12.31. Alors, chaque article, évidemment, il y a des sous-articles, il y a des dizaines de sous-articles. L'article 12.17 du Code civil est très important parce qu'il énonce 5 parades à l'inexécution du contrat. Donc, si on est face à une exécution du contrat, si l'un des co-contractants est face au fait que l'autre contractant n'exécute pas ce contrat, il peut, petit 1, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. 2, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. 3, obtenir une réduction du prix. 4, provoquer la résolution du contrat, donc ça veut dire l'annuler, hein, ça n'est qu'une des 5 possibilités, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Alors, ces sanctions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, elles peuvent être cumulées. Voilà. Et quand on parle de demander des réparations et des conséquences, on peut évidemment y ajouter des dommages et intérêts. Voilà. Alors, chose très importante aussi dans le contrat, c'est que compte tenu de ces 5 possibilités qu'on a de faire face à l'inexécution ou la non-exécution partielle d'un contrat, parce que le contrat peut être mis en cause s'il n'est pas exécuté ou s'il est imparfaitement ou partiellement exécuté. Très important. Pas exécuté, imparfaitement ou partiellement. La personne lésée peut intervenir sans agir en justice. C'est-à-dire que ces 5 points, on peut les déclencher soi-même, voilà, sans demander à la justice de le faire. Bon. Les gens ne savent pas forcément. Ils se disent, il y a un problème, je vais au tribunal. Non, on peut agir. Voilà. Après, l'autre, s'il n'est pas content, il saisira le tribunal. Alors, bon, voilà pour l'exposé des faits, je dirais. Alors, je vais quand même regarder ce que disent les gens du Conseil constitutionnel, puisque
je vais dire un peu plus loin, on voit tout de suite que dans la Constitution, la notion de contrat est totalement inconnue. La Constitution ne prononce pas une seule fois le mot contrat. Et donc, j'ai trouvé dans les cahiers du Conseil constitutionnel, numéro 31, dans le cas du dossier Le droit des biens et des obligations, en mars 2011, M. Pierre-Yves Gadoun, qui dit ceci. Alors, la force contraignante du contrat, alors force contraignante, c'est-à-dire que le contrat, il s'applique de façon vraiment extrêmement sans ambiguïté pour les deux personnes contractées, paraît aujourd'hui, alors il dit aujourd'hui, ça veut dire que le contrat, disons, le traitement du contrat aujourd'hui par l'oligocratie actuelle, et c'est sans doute pas le même que celui qu'il y avait en 1850 du temps de Pierre-Joseph Proudhon, enfin on verra. Bon. Paraît aujourd'hui attaqué par le juge et par la loi. C'est quand même les gars du Conseil constitutionnel qui dit ça. La force contraignante du contrat paraît aujourd'hui attaquée par le juge et par la loi. Le juge, qui devrait être la bouche qui prononce les paroles du contrat, puisque celui-ci tient lieu de loi. C'est écrit dans le Code civil. Le contrat fait loi pour celui qui joue dans la cour du contrat. Or, voici que le juge s'autorise à le modifier par le contrat. Le juge, il modifie le contrat. Il l'ampute ou il le neutralise. Et ça depuis un certain temps, il dit même depuis longtemps, et de manière constante. Alors il cite, il révise les honoraires convenus du mandataire ou du professionnel libéral. Et là, il met un petit 1 et puis il donne tout un tas d'exemples, lorsqu'il les estime excessifs. Donc le juge révise les honoraires du mandataire lorsqu'il les estime excessifs, eu égard au service rendu. C'est-à-dire qu'un contrat, tu as convenu que tu vas vendre ta prestation un tel tarif, et au bout d'un certain temps, le co-contractant peut aller voir le juge et dire attendez, j'ai signé, mais enfin, ça me paraît cher, et donc monsieur le juge, il faudrait intervenir. Le juge le fait, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre, le juge? Alors, il ampute le contrat de certaines clauses. Voilà. Alors, il donne des exemples. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il reproche à l'un des contractants d'exiger l'exécution du contrat plutôt que d'accepter sa renégociation. C'est-à-dire que lorsque, au bout d'un certain temps d'exécution du contrat, il y a l'un des contractants qui dit moi je voudrais renégocier, et l'autre dit non, on a signé, je ne veux pas négocier. On va voir le juge. Le juge il dit oui, non, je vous condamne parce que vous auriez dû accepter de renégocier. Qu'est-ce qu'il fait d'autre le juge? Avec la permission de la loi, il modifie la clause pénale ou déclare non écrite une clause jugée abusive. Une clause. Il dit cette clause, vous avez le droit de la mettre, ça fait partie des clauses particulières qu'on a vues là dans l'article 11, je ne sais plus combien. Mais là, moi, je la lis aujourd'hui, je trouve qu'elle est abusive. Hein. Donc, je la modifie. Hein. Le juge va modifier. Donc, il va réécrire le contrat, le juge. Et encore, il a... il peut user... Excuse-moi, Christian. Ça, c'est ce que tu cites là, c'est quoi? C'est un arrêté du Conseil constitutionnel? Non, ça, c'est une dissertation de M. Pierre-Yves Gadoun, hein, qu'il a écrit dans les cahiers du Conseil constitutionnel. Il a réfléchi sur la façon dont la justice met son nez dans les contrats. Voilà. Mais c'est à quelle valeur alors Non, mais ça a valeur de réflexion. Ah, c'est tout, d'accord. C'est tout. Bon. Et ça rentre dans c'est ce que je voulais dire, et je me suis aperçu qu'il y avait un gars, il n'est pas membre du Conseil constitutionnel, hein, mais quoique je ne sais pas qui c'est, Pierre-Yves Gadoun, en tout cas c'est sur le site du Conseil constitutionnel. Alors, bon, bon. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il fait encore d'autre? Il use son pouvoir d'interprétation
qui débouche souvent sur un forçage du contrat. Voilà, ça c'est petit 11. Alors, il donne des exemples. Hein. À chaque fois, il donne des exemples. Hein. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il découvre des obligations implicites, c'est-à-dire des obligations qui ne sont pas écrites dans le contrat, mais le juge, quand il lit, lui, il en trouve. Là, c'est le petit point 12. Voilà. Et puis, last but not the least, utilisation fréquente de la rétroactivité de la loi nouvelle qui modifie les effets du contrat en cours. Donc, un contrat qui a été signé à un certain moment en fonction de la loi, si la loi, on dit que la loi n'est pas rétroactive, pas pour les contrats. C'est-à-dire que si ensuite la loi change et que ça a un effet sur ce qui avait été négocié avant, eh ben, on va voir le juge et le juge rectifie tout ça. Alors, bon, voilà, j'en ai terminé avec ce que dit M. Pierre-Yves Gadoun, avec quoi je suis entièrement d'accord. Alors, parce que on peut se poser la question, bon, un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est deux personnes qui entre elles. On sait, et quand on est gamin, qu'on fait des, quand on a 10-12 ans, qu'on fait on crée des entreprises dans un garage, on fait des associations avec une banque, avec des sous dans une boîte à sucre. Bon, si quelqu'un ne respecte pas, il n'y a pas de force coercitive. Là, il y a un principe non écrit dans la Constitution qui veut que l'autorité judiciaire garantisse la bonne exécution des contrats. Bon, sous réserve qu'il ne comporte pas de clauses, etc., etc. Bon, parce que aussi bien dans la Constitution, on ne parle pas du tout du contrat, on parle de la loi, on parle du domaine réglementaire. Hein, et on va voir, je vais terminer là-dessus, hein, que finalement, je crois que c'est l'article 37 de la Constitution qui dit que tout ce qui ne relève pas de la loi relève du domaine réglementaire. Bon, toujours cette formulation savoureuse qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait dire du domaine réglementaire dont le contrat, dont les contrats, dont les dizaines de milliers ou millions de contrats qui sont négociés tous les jours entre les individus du pays. Parce que le contrat, bien qu'il ne figure pas dans la Constitution, il est présent partout, tout le temps, dans nos actes civils, professionnels, familiaux ou commerciaux. Acheter 1 kilotonne de terre, c'est un contrat chez l'épicier. Alors, on peut s'interroger sur la raison de cette absence, d'une part, ne serait-ce que de caractériser quand même le contrat de façon constitutionnelle, et puis de dire que le contrat, il est, disons, sanctionné par la justice. Parce que la loi, on sait qu'elle est sanctionnée par la justice, le règlement, on sait qu'il est sanctionné par la justice, mais le contrat, on ne sait pas. Même en lisant le Code civil, le chapitre sur le contrat, les 5 parades que je vous ai énumérées tout à l'heure, on dit on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, mais on ne sait pas à qui il faut s'adresser pour le faire exécuter de force. Donc, pourquoi? Parce qu'on pourrait, on sait bien que le législateur, il a la possibilité de se contenter d'une formulation. Le législateur, disons le rédacteur constitutionnel, aurait eu la possibilité de se contenter d'une formulation vague qui poserait simplement le concept du contrat, et puis mettrait une virgule quelque part et laisserait le soin à la loi d'en différer les contours. Par exemple, là, le contrat peut être complètement libre entre deux personnes, virgule, sous réserve de respecter la loi. Bon, c'est quelque chose qui est pratiqué couramment, on le sait, et on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Mais là, non. Alors, que faut-il en déduire? Ce qu'il faut en déduire que la notion de contrat recèlerait en elle-même un danger potentiel pour la démocratie représentative, c'est-à-dire pour l'oligocratie. Parce qu'en effet, cette notion de contrat, qui est volontairement occultée dans la Constitution, pourrait
représenter une alternative à la notion de loi. Il ne faut pas oublier que le Code civil lui-même dit le contrat, c'est la loi. Bon. Et ça avait d'ailleurs été proposé, hein, après la Révolution de 1848, par les tenants de l'anarchisme, dont Pierre-Joseph Proudhon en particulier, qui avait dit on va supprimer la loi et on va organiser les rapports entre les individus dans une collectivité uniquement par le contrat. Dès lors, on comprend mieux la réticence qu'a eu le législateur, c'est-à-dire le rédacteur constitutionnel, plus particulièrement, à statutariser le contrat. Et on comprend mieux sa préférence qu'il a eu à le noyer dans le flot des 140 000 lois et règlements qui composent nos 74 codes juridiques. En conclusion, et ce sera ma conclusion, le contrat, il existe, c'est vrai, il est valide, c'est vrai, mais il est inextricablement emmailloté dans la loi. Autant dire que cette latitude est quasi nulle. Une bonne moitié de ces clauses putatives, des clauses qu'on pourrait mettre dans un contrat, étant obligatoires, et l'autre moitié interdite. C'est donc un euphémisme de dire que le contrat est réglementé, il faudrait dire plutôt que le contrat est règlement. Et l'insérer, moi, je pense que de facto, il s'insère dans le domaine réglementaire. Et là, mais ce n'est pas un domaine réglementaire qui est décrété par le ministre, hein, c'est un domaine réglementaire dans les relations des individus entre eux. Et pour terminer, j'émettrai un souhait, c'est que dans une constitution réellement démocratique, bon, on ne va pas s'étendre sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'une constitution réellement démocratique, il conviendrait de redonner toute sa force au contrat en lui rendant l'essentiel de sa liberté. Seule une loi minimale à déterminer de façon claire, précise et cohérente, seule cette loi minimale lui fixant des bornes d'interdiction. Je vous remercie. Merci. Question. Tu veux réagir, Jean-Charles? Ah bah volontiers. Franchement, Christian, tu es très convaincant sur cet exposé. La fin, l'extrapolation sur le fait que le contrat menacerait d'être une alternative à la loi. Je suis très sensible à cette partie de ton exposé, puisque effectivement, j'avais écrit que l'absence du contrat dans la Constitution était un acte manqué au niveau psychologique du terme, enfin voilà, les actes manqués dans la psychologie dans la psychologie. Donc c'est un point aveugle de la Constitution. Effectivement, tu l'as très très bien démontré. Et j'avais écrit que ça remettait en cause, enfin ça mettait les gens en situation d'égalité potentielle et réelle, ce qui paraît être obéré par un certain nombre de nos discussions sur la Constitution, sur l'application de la loi, etc. Et le contrat avait une propension à promouvoir une réelle égalité entre les personnes et entre les contractants, justement. Voilà. Donc, et c'est à ce moment-là, au moment où j'écrivais ça, que tu es intervenu pour justement confirmer ce que j'étais en train de mûrir dans ma tête et que tu as prononcé le fait que le contrat était menacé d'être une alternative à la loi. Donc, oui, cette partie de l'exposé est très, très intéressante. À un endroit... comment dire, là c'est au début, lorsqu'on signe un contrat, tu ne l'as pas dit, mais peut-être que tu l'avais dans la tête, à la fin, il y a marqué le tribunal qui est compétent pour juger
par exemple dans un document, dans les statuts d'une association ou un acte notarial, etc., il y a souvent en bas un alinéa qui parle de la compétence, enfin, quel est le tribunal qui est compétent à juger un problème à l'intérieur du contrat, si bien que beaucoup de contrats sont signés en validant par avance le fait qu'un juge pourrait intervenir et s'entremettre dans le contrat pour régler un conflit potentiel. Donc, les réflexions du monsieur sur le site constitutionnel doit sans doute y faire référence à cette affaire, que beaucoup de gens qui contractent s'en remettent à un juge et se départissent d'une certaine faculté à régler eux-mêmes le conflit. Donc, peut-être un commentaire à ce sujet. Voilà, mais globalement, je valide, j'entends, et même toutes les conclusions de la fin de Christian, tout va bien. Je vais arrêter là mon commentaire puisqu'il ne serait que redondant par rapport à ce qu'a dit Christian. Voilà. Merci Jean-Charles. Bon, moi, j'ai pas énormément de choses à dire non plus sur cette notion de contrat. Sur les questions qui nous préoccupent, plus précisément, est-ce qu'il est légitime ou pas que dans la Constitution, on n'évoque pas la notion de contrat? Bon, dans la Constitution, pour moi, il faut évoquer la notion de contrat social, mais c'est une nature de contrat très différente, donc, mais bon, qui mérite quand même d'être évoqué dans notre discussion sur les contrats, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je dirais. Au-delà de ça, est-ce que la Constitution a parlé des contrats? Franchement, je me pose la question et j'aurais tendance à dire non. Elle s'occupe du cadre légal, de tous les pouvoirs, je dirais, de l'État, les relations entre les particuliers, les personnes, qu'elles soient morales ou privées ou publiques. Moi, j'aurais tendance même à dire que moins elles s'en mêlent, mieux ça me va. Donc, que ça ne figure pas dans la Constitution, ça me va très bien. À vrai dire que puisque tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Principe de base. Donc, si on n'en parle pas, ça me va bien à la limite. Après, est-ce qu'il est légitime ou pas, deuxième question, par rapport au juge, qu'il puisse modifier les termes d'un contrat et déjà qu'il puisse juger. Alors, ça dépend des types de contrats, hein. Donc, généralement, ce qui est défini dans les contrats, c'est qui juge, justement, hein. Ça fait partie des clauses un peu obligatoires. Généralement, on va juger, dire c'est tel tribunal de commerce qui est, pour les contrats commerciaux, par exemple, qui est compétent pour tel. Donc, c'est déjà prévu dans le contrat de savoir en cas de litige. Alors, ça peut être une autre clause, hein, du type arbitrage. De dire, eh bien, dans notre contrat, ça ne sera pas le tribunal de commerce qui va juger nos litiges, ça ne sera pas le juge non plus. Ça sera un arbitre ou deux arbitres, enfin bon, bref, après avec les procédures d'arbitrage. On voit qu'en définitive, cette notion de jugement est relativement ouverte, sauf à ce que, évidemment, le contrat sorte du domaine légal. Et que dans ce cas-là, on demande à un juge d'intervenir. Voilà, je dirais que pour moi, c'est plutôt comme ça que ça s'évalue. Donc, est-ce que c'est légitime ou pas? Je dirais quand même oui, mais voilà, ce modulo ce que je viens de dire. Alors après, danger de la notion de contrat pour la oligarchie. Là, franchement, ça leur fait absolument pas peur, quoi. Ils signent des centaines de contrats tous les jours. C'est pas du tout un problème pour eux, hein. Même les sociétés, je dirais, les plus libérales
libéral au sens capitaliste du terme, hein. Ils sont justement avec des armées d'avocats et tout ça pour rédiger les contrats, faire que les contrats soient respectés et autres. Donc pour moi, je ne crois pas qu'ils voient ça comme un danger. Puis aujourd'hui, les contrats, vous êtes libre de faire tout. À partir du moment où ça reste dans le cadre légal, vous pouvez faire tous les contrats que vous voulez, y compris entre individus. Donc, il n'y a aucune limitation, justement, puisque il y a un cadre, effectivement, mais il n'y a aucune limitation sur les contrats que vous pouvez passer, avec qui, etc. Donc, bon, évidemment, si vous faites un contrat pour trafiquer de la drogue avec quelqu'un, là, ça va être parce que vous tombez sous le coup de la loi. Bon, c'est différent, je veux dire. Aujourd'hui, il n'y a aucune limitation sur les contrats que vous pouvez faire. Donc, je ne vois pas en quoi ça leur fait peur. Hein. Du tout. Je dirais il y a quasiment une liberté totale de contracter. D'ailleurs, ils s'insurgent d'ailleurs contre le code du travail. Hein. Tout le patronat s'insurge contre le code du travail, justement parce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est un cadre justement légal qui bride trop le contrat à leur gré. Au contraire, il faudrait que le contrat soit encore plus large, que ça soit encore plus facile d'embaucher, de débaucher, comme c'est en Angleterre. On peut faire des contrats 0 heure. Vous avez entendu parler de cette notion de contrat 0 heure en Angleterre. Donc voilà. Et là, du coup, ça m'offre la tradition avec l'égalité dans le contrat. Enfin là, pas du tout. Hein. C'est très rare que les contractants soient de puissance égale. Il y a rarement d'égalité dans les contrats. Hein. Alors ça peut arriver, enfin, ça dépend évidemment du type de contrat. Déjà, ne serait-ce que les contrats de travail, c'est même reconnu directement dans la loi entre l'employeur et le salarié qu'il y a une relation de dépendance. Et puis, on pourrait citer les contrats entre les centrales d'achat des groupes de distribution et leurs vendeurs, leurs fournisseurs. Où est-ce qu'en fait, ils peuvent, en définitive, par la puissance. Alors, théoriquement, ils sont égaux. Sauf que dire, du coup, on ne fait pas contrat. Si vous n'acceptez pas nos clauses, on ne fait pas contrat. Et l'autre, il ne pourra pas vendre ses produits. Donc voilà, ils ont une telle puissance. Hein, ça fait un peu l'impasse sur la notion de puissance, je dirais. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette notion de contrat. Merci, messieurs. J'imagine que ce que je vous ai dit va vous faire réagir. Oui, alors je vais prendre mon tour. À propos du tribunal compétent pour juger d'un contrat, Jean-Charles en a parlé, et puis Luc en a parlé aussi, puisqu'il a. C'est Jean-Charles ou Luc, on marque au bas d'un contrat le tribunal compétent, et c'est le. Alors, sous réserve de vérification. Mais dans les clauses, dans les mentions obligatoires dans un contrat, il n'y a pas d'indiquer quel est le tribunal compétent. On peut toujours mettre ce qu'on veut dans un contrat. Bon, ceci dit, on peut mettre ça relève du tribunal de ceci, cela. Bon, s'il y a un litige et que il y a une partie qui demande à voir un autre tribunal, voilà, ou qu'on passe à un autre tribunal, comme tu dis, on fait un arbitrage. Bon, l'affaire du tribunal compétent, ça n'est pas figé, et ça confirme donc ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a un flou quand même sur qui arbitre les contrats. Bon, voilà. C'est pas précisé dans la Constitution, c'est pas précisé dans le Code civil, voilà. Et c'est une mention qui n'est pas obligatoire sur les contrats, que les gens mettent comme ça, ils le mettent ou ils ne le mettent pas. On peut reprendre notre tribunal. Alors par contre, ils ont beaucoup plus polémiques sont les derniers propos de Luc, polémique de mon point de vue, bien entendu. Lorsque tu dis que tu ne vois pas pourquoi le contrat, ce serait un danger pour l'oligarchie. D'abord, je n'ai pas dit l'oligarchie, j'ai dit l'oligocratie. C'est-à-dire un danger... Non, l'oligocratie, c'est un système. C'est le système de la démocratie représentative. C'est le système
où on a donc une minorité de gens qui décident des lois. Voilà, c'est une démocratie représentative. Le danger, c'est que l'oligocratie, la démocratie représentative, c'est un système où on a une minorité de personnes qui fait des lois et des règlements, et que la vocation de ces lois et de ces règlements, c'est d'encadrer toutes les actions de l'individu de la collectivité. Or, le contrat, là-dedans, il est un danger s'il est libre. Bon. C'est-à-dire un contrat libre, un contrat qui serait à côté, on a la loi, le règlement, on va dire les règles coercitives officielles, et puis les règles coercitives que les individus décident de s'appliquer entre eux. Si le contrat est libre, il est un danger parce qu'il permet en fait une société parallèle de se développer avec les individus interagir entre eux de façon indépendante de ce qui est écrit dans la loi. Alors, lorsque tu dis le contrat est libre, justement, tout mon exposé, c'est de dire que le contrat, il n'est pas libre du tout. C'est que le contrat, il y a une affirmation théorique qu'il est libre, mais en fait, l'oligocratie a réduit le contrat à disons, sa portion congrue, à savoir que c'est un ectoplasme, c'est un mot, le contrat, mais dans le contrat, on peut, ça a été la conclusion, la moitié des clauses, c'est des clauses obligatoires, et l'autre moitié, c'est des clauses interdites. Bon, donc on peut pratiquement rien mettre dans un contrat qui ne soit pas déjà écrit dans la loi. C'est la réalité, ça. Bon. Voilà, à partir du moment où le contrat il est réduit à ce qu'il est aujourd'hui, c'est plus un danger. Et d'où effectivement la justification qu'on ne parle pas du contrat de la Constitution et que le contrat soit encadré de façon à 99% par ce qui est écrit dans la loi. Le contrat n'existe pratiquement pas. Un contrat de travail, c'est un contrat qui ne peut écrire que ce qui est écrit dans le droit du travail. Bon, voilà. Bon. Alors, maintenant, après, tu as ouvert un autre dossier qui est très différent, qui n'est pas juridique, qui est politique. C'est-à-dire, tu dis, en fait, ce que tu as fait, c'est un réquisitoire contre le contrat. On peut très bien, pourquoi pas. Bon. Réquisitoire contre le contrat, savoir que le contrat, ça met très rarement des gens en position d'égalité. La plupart des contrats sont négociés entre des parties qui ont des forces différentes. Et donc les contrats, ce sont des chantages, ce sont des instruments de pression, si on rentre dans le début de ton raisonnement, des réunions de pression qui sont libres. Bon, donc c'est pas vrai, ils sont pas libres puisque de toute façon ils sont encadrés par la loi. Bon. Et le fait que les co-contractants aient un poids social, un poids financier ou un poids relationnel différent est un autre débat. Il est un débat de société. C'est-à-dire que lorsque on imagine une société qui est régie par le contrat, on imagine effectivement une société dans laquelle les positions dominantes ne peuvent pas exister. Hein, alors on va dire c'est de l'utopie, etc., etc. Bah oui, Proudhon, il dit, hein, c'est utopique. Bon, mais c'est à partir, disons, des idéaux théoriques qu'on peut avancer, et pas simplement en constatant la réalité. Donc, voilà. Alors, le contrat, effectivement, on peut être contre le contrat à ce moment-là, on le raye complètement, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le contrat, c'est une espèce de copie carbone, hein, de ce qui est écrit dans la loi. Tu peux rien mettre dans ton contrat que ce qu'il y a dans la loi. Ou alors, on imagine une société où les gens vont pouvoir écrire ce qu'ils veulent dans les contrats, avec bien sûr, et ça a été l'objet de ma conclusion, un socle minimal, hein, qui est ce qui est un petit peu dit dans le Code civil, c'est-à-dire pas déroger à l'ordre public, hein, c'est-à-dire on va dire un peu
le droit naturel, hein, bon, voilà, faut pas porter atteinte à la vie d'autrui. Hein, bon, bon, ben voilà, voilà pour mes réflexions. Oui, je voulais aussi intervenir, parce qu'en fait, il y a une différence de lecture sur ce que le contrat est d'un point de vue basique. Oui, effectivement, Christian vient d'en parler, de l'évoquer, le contrat entre personnes libres et le contrat initial entre deux chasseurs, deux trappeurs au Canada et qui vont s'échanger des peaux de loups, des peaux d'ours contre une stère de bois, voilà, et ils s'arrangent entre eux. Donc ça, c'est le contrat de base, comme on aimerait l'envisager de façon simple et basique. Et il y a tout ce qui a été superposé sur les contrats dans notre société. Donc, Christian a parlé donc des règles générales, des règles particulières et des lois. C'est une espèce de réseau qui force les contractants à se plier à la fois à des règles générales, à être dans le cadre de la loi et à souscrire à des règles particulières dans le cadre du domaine dans lequel s'inscrit d'après ce que j'ai compris, le contrat. Donc, ce qui fait que ça ajoute énormément de contraintes par rapport aux deux trappeurs qui vont s'échanger une stère de bois et des peaux de loup. Donc, il y a quand même un grand écart. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au moment d'écrire le contrat, la question qu'il faut se poser, enfin de mon point de vue, c'est est-ce que au moment où la personne contracte, ou les personnes contractent, elles effacent le rapport de force qui les met l'une face à l'autre. Donc en fait, le contrat n'efface pas forcément le rapport de force, et c'est là que Luc est sensible sans doute à cette chose, sans le formuler de cette façon. C'est que il parlait des distributeurs face aux producteurs. Donc le rapport de force actuellement est au profit à l'avantage du distributeur contre le producteur. Donc le contrat, le producteur va essayer d'effacer le rapport de force, mais c'est pas le rôle du contrat. Le contrat, le distributeur, il va essayer de tirer avantage. Le producteur va essayer de s'extraire du rapport de force qui l'amène à devoir signer. Mais effectivement, le contrat n'efface pas le fond de rapport de force qui existe dans la société, et on peut, à la limite, le producteur peut dire je ne suis pas libre, je subis un chantage, un rapport de force, une pression. Alors le juge lui dira vous n'aviez qu'à pas signer dans ces conditions. Donc c'est malgré tout, le contrat n'efface pas forcément le rapport de force préexistant entre les contractants. Si bien qu'effectivement, on a l'impression qu'au bout du compte, le contrat n'est pas libre. Mais en soi, là, on sort effectivement, Christian a prononcé le mot de politique et de sociopolitique, on peut même aller jusque, donc encore une fois, les rapports de force, c'est du social, c'est du politique, mais ce n'est plus du contrat. Mais en soi, le contrat à l'origine, à la base, et en le regardant pour ce qu'il est une menace, effectivement, parce qu'il a tendance en soi, dans son essence, à mettre les personnes, des personnes libres, l'une face à l'autre, et qui tentent de se placer en égalité l'une par rapport à l'autre. Mais l'expérience démontre que ce n'est pas. Donc, deux personnes sont l'une face à l'autre et elles sont soi-disant, effectivement, dans le contrat de base qu'on aurait dans l'esprit idéal, en égalité l'une par rapport à l'autre, mais il y a le niveau politique et sociopolitique qui se matérialise dans le rapport de force entre ces deux parties, les deux parties qui sont dans la société et qui ne peuvent pas se changer parce qu'elles vont, soi-disant, elles vont signer un contrat, elles restent l'une prééminente par rapport à l'autre, etc. Et à ce moment-là, le rapport de force n'est pas effacé. Donc, il ne faut pas confondre le contrat en soi et la position politique qu'ont les personnes, les contractants,
à l'intérieur de la société qui portent avec eux les valises, soit de leur avantage, soit de leur côté un peu inférieur à l'autre, etc. Donc voilà, c'est tout le problème aussi de la servitude volontaire. Hein, c'est-à-dire que on va accepter de signer un contrat dans un cadre qui n'est pas forcément à son avantage, mais pour des raisons X ou Y, on va malgré tout supporter de signer un contrat, même si il n'est pas garanti que ça soit à notre avantage, mais la vie, le flux commercial, le flux des échanges fait que ce genre de contrats sont signés. Donc, il y a plein de paradoxes dans le contrat, effectivement. Mais l'égalité est à la racine de ça. La possibilité d'une égalité est à la racine. Mais évidemment, rien n'est parfait et l'égalité n'est pas forcément atteinte. Voilà, je m'arrête là. Merci, Jean-Charles. Bon, je propose d'en rester là, peut-être. Enfin, si je peux répondre à Christian par rapport à ce qu'il disait. Ok. Oui, tu dis la loi par rapport au contrat se limite à définir ce qui est obligatoire et interdit. Ben oui, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est minimal. Ça, c'est obligatoire dans un contrat. Soit ça, c'est interdit dans un contrat. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Et puis, ça me semble extrêmement bien, justement, puisque du coup, tout le reste devient libre. Justement, ces interdictions et ces obligations. Non, ça me semble justement une enveloppe minimale, justement, la plus réduite possible, à vraiment ce qui est de l'essence de la loi. Après, le reste est libre. Alors, dans ton esprit, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le contrat doit subsister à la loi. Alors, dès lors, je dirais, on pourrait avoir, effectivement, je comprends mieux pourquoi tu veux que le contrat soit partie de la Constitution, puisqu'on aurait deux possibilités de type de Constitution. Une Constitution qui définirait le contrat, et puis peut-être quelques principes, etc. Puis point barre. Et puis après, débrouillez-vous et advienne que pourra. Et effectivement, une autre, qui est la conception actuelle, et que moi je pense est plus pertinente, de dire la Constitution n'a pas à s'occuper du contrat, c'est du domaine de la loi. Et, parce que je crains, et je pense que le discours de Jean-Charles vient d'en apporter quelques éléments, ça c'est que le fait qu'il n'y ait plus de loi quasiment, et que tout soit dans le contrat, en fait c'est la loi du plus fort qui va se mettre en place. Plus fort. Alors là, on va vraiment retomber dans des trucs du style plus fort physiquement, plus fort parce qu'il a plus de connaissances, il a plus d'informations, etc., etc. Parce que le plus fort, c'est très large. Hein. Le plus intelligent, le plus rusé, le plus manipulateur, etc., etc. Ça me semble effectivement une approche bien dangereuse. Alors, il paraît que j'ai fait un réquisitoire contre le contrat. Pas du tout. Pas du tout fait. Moi, pas du tout. Mais pas du tout. Alors, contre le contrat tel que toi, tu l'envisages, c'est-à-dire celui où ça sera la loi du plus fort, alors là, c'est sûr que je suis contre. Hein. C'est-à-dire toute cette utopie anarchiste qui n'a jamais existé ni nulle part, ni dans n'importe quel temps. Donc, qu'on me amène des exemples, et on va rire. Et on va rire. Donc, c'est un peu un truc, c'est un monde parallèle, en fait, qui est décrit. Bon, après, le problème des mondes parallèles et des utopies et des choses idéalistes qui… ça, par contre, c'est vraiment très important. On voit où ça mène quand on n'est pas réaliste. Quand on n'est pas réaliste et qu'on ne tient pas compte de l'expérience, parce que des expériences, il y en a eu. Prenons les communistes, par exemple, c'est un monde idéal. Franchement, le monde communiste, c'est un truc superbe. Franchement, c'est génial. Mais sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Les phalanstères qui avaient été créés à une époque et qui se recréent de temps à autre, à chaque fois, ça part en sucette, systématiquement. Mais on continue d'en faire. C'est très dangereux. Ces illusions sont extrêmement dangereuses parce qu'elles
Parce que ceux qui en payent les pots cassés, en fait, c'est souvent ceux qui sont en bas de l'échelle et qui suivent justement des idéologues dont le devoir devrait être justement d'avoir les pieds sur terre et de ne pas, en se positionnant comme des leaders, de ne pas les emmener dans des endroits dont on sait d'avance qu'ils sont délétères. Donc là, du coup, je relance le débat forcément. Est-ce que je peux C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Vas-y, mais bon, voilà. C'était court. Enfin, j'ai envie d'intervenir malgré tout parce qu'il est paradoxal que Luc tienne ce discours alors qu'il est plus ou moins placé comme juste naturaliste, faisant plus souvent que nous deux appel aux lois naturelles, etc. Et ce qui était dit sur le rapport de force, etc. C'est-à-dire que en fait, il y a le paradoxe entre la loi qui va infantiliser en définitive les citoyens sous l'égide de la loi, c'est-à-dire que la société, le pouvoir, l'État va dire comment on doit se conduire et contracter entre les gens, enfin avoir des relations entre les gens, et le contrat, lui, va individualiser le rapport entre des contractants. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive donc à une loi qui, d'une certaine façon, infantilise et un contrat qui, d'une autre façon, va considérer les gens comme des adultes responsables des relations qu'ils vont contracter entre eux. Et c'est comme ça que le problème, à mon avis, est posé. C'est-à-dire, d'un côté, on a un contrat qui considère les gens adultes entre eux et une loi qui infantilise les gens parce qu'elle est mise, toutes les personnes sont mises sous un joug général. Donc voilà, et c'est paradoxal, et je m'arrête là, c'est paradoxal que Luc tienne ce discours pro-loi et anti-contrat, alors que… Voilà. Je vais répondre à ça parce que je vois, il n'y a aucun paradoxe. Pour moi, la loi n'infantilise pas, elle fixe juste des règles du jeu, de vie en société. Et dedans, il y a le contrat où tu fais ce que tu veux dans tes contrats. Enfin, et en plus, avec le droit naturel, je ne vois pas du tout le truc. Alors, il y a des limites qui viennent de… Alors, le droit naturel, il y a aussi des limites. On est un peu dans la même chose que ce qui est dit là sur les obligations et les interdits. Ça se limite justement à des obligations parce que le droit naturel met des obligations qui ne viennent pas de nous, qui deviennent de notre essence, de notre essence, exactement. Comme je réponds à Jean-Charles. Oui. Ah ben oui. Moi, tu concluras. J'ai demandé la parole avant. Tu concluras. Oh, il n'y a pas de conclusion, non. Non, mais enfin, tu auras la parole en dernier, si tu préfères cette formulation. Il s'agit de l'avoir… donc moi, je ne vois aucun paradoxe là-dedans, sauf que dans le droit naturel, nous n'avons pas effectivement la totale liberté, puisque ces lois viennent de d'un caractère anthropologique de notre espèce. Donc effectivement, ils ont une position particulière. Attends, je pense qu'on s'éloigne là. Je vais se recentrer. J'ai répondu à Jean-Charles. Oui, alors il s'est éloigné. Alors, bon. Je vais me recentrer. Bon, tu dis, j'ai noté 3 points, en fait, je vais prendre à l'envers. Tu dis qu'on me donne un exemple où il y a des contrats absolus, complètement libres, c'est une illusion, tout ça. Les États-Unis, au début, c'était ça. Bon, donc après, tu aimes pas, hein, bon, mais ce n'est pas une illusion. Il y a encore des tas de pays qui fonctionnent avec, moins maintenant, puisqu'on est dans le truc globalisé, mais enfin, des exemples historiques où on a eu des périodes avec le contrat roi, on en a. Et je vais t'en donner une précise. Deuxièmement, tu me dis, j'ai pas fait un réquisitoire contre le contrat. Tu n'as pas fait, effectivement, non, tu n'as pas fait un réquisitoire contre le contrat, tu as dit que c'est très bien le contrat actuel. Le contrat actuel, c'est rien. Le contrat actuel, tu peux rien mettre dans un contrat. Tout est déjà écrit par la loi ordinaire. Bon. Et donc, évidemment, tu me dis, ça me va très bien. Ça me va très bien. Oui, on fait des centaines de contrats par jour. Attends. Donc, ce que tu dis n'a juste aucun sens. On ne peut pas laisser passer. Ça n'a juste aucun sens ce que tu viens de dire. Alors,
c'est la réalité pure, ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des centaines de contrats qui s'écrivent par jour en France, hein, mais on ne peut, dans les contrats, mettre que très peu de choses de façon libre. Les 90% de ce qui est écrit dans un contrat, c'est des choses qui sont obligatoires. Par exemple, bon, un contrat de travail, tu peux pas mettre n'importe quoi dans un contrat de travail. Bon. Donc, le contrat n'est pas libre. Le contrat, il est bon. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Lorsqu'on fait un contrat, on est obligé de mettre certaines obligations et on est obligé de tenir compte de certaines interdictions, et le champ de liberté de ce qu'on va mettre dans un contrat est extrêmement réduit. Alors, qu'on trouve ça très bien, c'est-à-dire que c'est la loi reine et la création individuelle d'une règle entre les personnes qui est limitée à son strict minimum, on peut trouver que c'est très bien. Bon, moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec l'analyse, enfin, donc ce qu'en dit Jean-Charles, c'est-à-dire que c'est infantilisant. La loi, elle infantilise à partir du moment où il y a 140 000 lois. À partir du moment où il y a effectivement 100 lois, il y a la loi salique, bon, avec des lois minimales. Bon, à partir du moment où on a 140 000 lois qui réglementent par le menu tous les détails des agissements quotidiens, on est dans une infantilisation totale, ou tu prends un autre mot que tu veux, une réglementarisation totale de nos activités. Tu peux pas mettre un pied dehors sans être soumis à ces réglementations. Bon, une société où il n'y a pas ça, mais il y a la liberté de contractualiser, bon, c'est une société effectivement de liberté. C'est une société où les gens sont responsables. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Alors, et on arrive sur le troisième point qui est ce fameux rapport de force, le contrat et le rapport de force. Alors, tu me dis, oui, mais dans un contrat, bon, c'est toujours un fort, un faible, et le fort va imposer les clauses du contrat. Bon. Alors, Jean-Charles dit c'est un paradoxe. Alors, moi, je ne dis pas, c'est une réalité. Il est hors de question de la nier. C'est pas un paradoxe. Le contrat, il traduit la réalité de la société. Il y a un rapport de force. Aujourd'hui, le patron. Alors, je te signale qu'il y a des domaines où ça s'inverse. Je donne ça pour un exemple. Il y a certaines professions qui manquent disons de cadres, enfin d'employés spécialisés. Et les employés font la loi. Ils disent, moi je viens, mais j'ai 50 cas. Ah ben non, je viens pas. Et là, on me donne 60 cas. Voilà. Bon. On a certaines professions aujourd'hui où c'est l'employé qui fait la loi. Et il va chez qui il veut. Bon. Donc, il y a on prend l'immobilier. L'immobilier où le locataire, bon, bah, il faut qu'il passe les fourches codines du bailleur. Il faut un garant, 2 garants, 3 garants, 4 garants, des salaires, des rentes. Sinon, tu n'arrives pas à louer un appartement. On peut très bien imaginer un système où ça va s'inverser, et où les bailleurs vont chercher des locataires. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez pas louer mon appartement? Bon, alors le contrat, il traduit effectivement, de façon la plus mathématique qui soit, le rapport de force qu'il y a. Le problème, il est politique. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous soyons dans une société où il y a des puissants qui imposent, voilà. Bon, et que lorsqu'il y a une distorsion extrêmement forte entre les forts et les faibles, évidemment, on va être en train de dire, il faut pas qu'il y ait du contrat, il faut qu'il y ait une loi qui encadre tout. Et à ce moment-là, il faut même qu'il y ait même plus de loin, il faut qu'on soit dans un système complètement communiste, socialiste, bureaucratique, où il n'y ait même plus de salariat, que tout le monde soit employé de l'État, avec des normes, que tout le monde ait son salaire, tout le monde le même salaire. Bon, alors, on entre dans des schémas politiques. Voilà. Bon, nous, on était parti sur autre chose, sur qu'est-ce que c'est que juridiquement un contrat et qu'est-ce que ça peut porter comme idée de société. Voilà. Merci messieurs, bonne fin de journée.